Très bien. Je vais juste dire quelques mots d'accueil et quelques mots de présentation, puisque cette table ronde a la spécificité d'être ouverte au grand public, c'est-à-dire pas uniquement aux conférenciers, et que cette table ronde est bien la volonté du comité d'organisation, du comité scientifique et des partenaires locaux d'organiser, à l'occasion de ce 19e colloque international des démographes de langue française, un moment ouvert, on l'a appelé ouvert à la ville, en tout cas ouvert à un public plus large, l'occasion de confronter les points de vue et de montrer aussi que les démographes et les chercheurs ne vivent pas totalement en vase clos. Donc je remercie toutes celles et ceux venus spécialement pour cette table ronde, à l'invitation ou suite à l'information qui a été diffusée par les DNA ou par la ville de Strasbourg. La thématique du colloque, pour les non-conférenciers, la thématique du colloque est les configurations et dynamiques familiales, tout un programme, et il nous fallait donc choisir un thème parmi les configurations et dynamiques familiales pour traiter cette table ronde. Ça aurait pu être les couples et les nouvelles formes de couples, ça aurait pu être les solidarités familiales, et au final, nous avons choisi et retenu celui de l'arrivée d'un enfant. L'arrivée d'un enfant, ça fait écho aussi à une table ronde qu'on a organisée en 2010 à l'occasion du colloque national de démographie qui était aussi ouverte à la ville. L'arrivée d'un enfant, pourquoi ? Parce que d'abord c'est un événement relativement courant, relativement commun et qui transforme la famille, ne serait-ce que sa taille déjà, puisque en démographie on mesure, mais pas seulement sa taille, qui mesure le temps, qui modifie le temps, les temps familiaux, les temps sociaux des individus, des pères et des mères. Et c'est d'ailleurs l'idée initiale, c'était de travailler sur le temps des familles. Le temps c'est important, les chercheurs que nous sommes, on prend notre temps pour réfléchir, pour comprendre, pour décortiquer les phénomènes, notamment ceux qui traitent de la famille ici. Et c'est d'ailleurs notre principale mission et notre devoir que de prendre le temps de faire ça. C'est pour ça qu'on a invité d'abord 4 personnes, 4 chercheurs qui ont réfléchi à ces questions autour de notre thématique aujourd'hui. Prendre le temps pour montrer l'évolution, pour mesurer et montrer l'évolution de notre société, que ce soit l'activité féminine, le modèle du couple biactif, ou encore la diminution des tailles de famille et tous ces éléments. Ces éléments qui ont marqué nos sociétés du Nord, mais aussi les sociétés du Sud. C'est ce qu'on a voulu aussi traiter de l'ensemble de ces questions. Donc le temps dans la recherche, et puis par contre le temps des décideurs, c'est un autre temps. C'est celui de l'action, de l'accompagnement et des régulations, notamment des régulations des inégalités. Et c'est pour ça qu'on a choisi aussi ce sous-titre qui est inégalité sociale, inégalité entre hommes et femmes, inégalité de sexe. Et c'est aussi la raison pour laquelle on a associé à cette réflexion 2 personnes qu'on a appelées décideurs. Michel, je vais faire donc les présentations avant de vous laisser la parole. Michel Reiser, qui est le directeur général de la Caisse d'allocation familiale, David Blin, qui travaille à la Direction générale de la cohésion sociale. Vous me corrigez si je fais des bêtises, si je dis des bêtises. Donc, qui seront nos, on va dire, décideurs. Ensuite, on aura Bilam Poa, que j'appelle Bilam Poa, je suis désolé parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, mais je ne prononcerai mal son nom, Tiabiano, pour nous c'est Bilam Poa, qui est chercheur à l'ISSP, qui est un organisme de recherche situé à Ouagadougou. Ensuite, Éric Widmer, qui est sociologue en Suisse, à l'Université de Genève. Carole Brugey, qui est démographe et chercheur en démographie à l'Université de Nanterre, Paris-Ouest Nanterre. Et Roland Pfefferkorn, qui jouera le rôle du local de l'étape, qui est sociologue à l'Université de Strasbourg. Voilà. Et cette table ronde, pour marquer un petit peu la différence avec les autres événements, toutes ces séances qui se succèdent et qui se succéderont encore jeudi et vendredi, on a invité et proposé à Antoine Latam des dernières nouvelles d'Alsace de l'animer. Voilà. Et donc maintenant, je vous laisse entre leurs mains. Bon, le plus facile est fait, on va s'attaquer au plus difficile. Et c'est mon boulot, c'est essayer de faire quelque chose d'intéressant avec vous, avec les intervenants,
et de terminer à l'heure. Donc ça fait beaucoup de choses. Mes souvenirs de sociologie, cher Claude, sont assez anciens. Et donc je vais essayer de faire bonne figure, mais mon boulot là ce soir, c'est pas de me substituer aux experts qui sont réunis devant vous, mais d'essayer de faire avancer la question posée. Je vous la rappelle, l'arrivée d'un enfant est-elle un facteur d'inégalité? Alors, la réponse est oui. Il y a un certain consensus là autour pour dire au fond, bah oui, bien sûr, c'est un facteur d'inégalité. Pourquoi? Comment? Dans quelle mesure? Dans quelle mesure on corrige cette inégalité naissante ou née? Et comment on se positionne aussi dans les familles et dans l'environnement social qui est le nôtre. Donc, on va organiser cette table ronde, je dirais, en 3 temps. Dans un premier temps, on va discuter avec nos intervenants, chercheurs et enseignants. C'est moi qui poserai les questions. Dans un deuxième temps, on va solliciter le directeur de la CAF du Bas-Rhin, M. Reiser et David Blin, pour avoir leur avis sur cette question, la réponse publique, si vous voulez, dans un pays aussi sophistiqué que le nôtre, les réponses publiques sont innombrables, mais c'est comme un tonneau qu'on n'arrive jamais à remplir, il y a toujours à faire des réflexions à porter. Et c'est quand même intéressant d'avoir au fond les hommes d'action, les hommes qui sont en charge de l'application des politiques publiques, pour avoir leur avis aussi. Et puis vous aurez la parole, un micro pourra circuler de façon à ce qu'on vous entende bien, dans une sorte d'interlude, et puis on continuera à discuter de cette manière-là. Donc, on est à l'université, par définition, c'est très libre. C'est un lieu de liberté, de ceux qui nous restent. Et donc, profitez-en, n'hésitez pas, au moment où les questions pourront être posées, où les interventions pourront être faites, de lever la main et d'intervenir. Je commencerai peut-être... la première question que j'ai envie de poser s'adressera à Carole Brugeil. Pourquoi? Parce que j'ai lu dans des travaux qu'elle m'a envoyés, je n'ai pas acheté ça en librairie, que finalement la question du genre de l'enfant à naître et la réponse qu'apporte la famille aux importantes questions qui se posent autour de la naissance commence bien avant la naissance. Le prénom, l'achat des fournitures indispensables, vêtements et aménagement de l'espace pour recevoir l'enfant. Eh bien, dès ce moment-là, bien avant la naissance, finalement, on met les choses, les réponses des parents dans des cases et les rôles de chacun des 2 parents dans les cases, et c'est assez étonnant. Est-ce que, Carole Brugeil, vous pouvez nous dire quelques mots sur ces travaux? Oui, merci. Alors, effectivement, le moment de la naissance d'un enfant, c'est un moment vraiment très intense dans la mobilisation de cette dimension du genre, et à 2 niveaux. Par rapport donc aux enfants, parce que ça va être le début, même avant la naissance, ça va être le début d'une socialisation sexuée qui va vraiment s'inscrire dans un continuum depuis quasiment le début de la grossesse, ou le moment au moins où on connaît le sexe de l'enfant, et puis qui va se prolonger tout au long de la vie dans toutes les sphères de la vie familiale, privée, publique. Et on voit que très tôt, alors ça c'est un des aspects de cette intensité. L'autre aspect, c'est qu'effectivement, au niveau de se préparer à être parent, de commencer à se projeter dans ce rôle parental, on va voir que les hommes et les femmes ne vont pas le faire de la même façon, ne vont pas le faire de la même façon en fonction de la connaissance du sexe de l'enfant, et puis ne vont pas participer de la même façon au travail de préparation de l'arrivée de l'enfant. Donc si je peux développer... oui, tout à fait, quelques minutes, bien sûr. C'est des travaux intéressants, et vous avez fait ces travaux sur... pas sur l'intégralité de la population, bien entendu, mais sur un public relativement choisi. Là, effectivement, je vous parle d'une recherche qu'on a menée collectivement sur des couples plutôt de classe favorisée, qu'on a donc interrogés dès le début de la grossesse sur justement tout ce processus. Et on s'est rendu compte qu'en fait, connaître le sexe de l'enfant, c'est quelque chose qui est devenu vraiment la norme en France, et que ça ne correspondait pas à une simple curiosité, mais que ça correspondait vraiment à un besoin des parents pour s'imaginer et pour vraiment se représenter l'enfant. C'est-à-dire qu'on ne se représente pas parent d'un enfant dans l'absolu, mais on voit qu'on se représente et qu'on imagine être le parent d'une fille ou d'un garçon.
et que finalement, ça va mettre tout un processus d'individualisation de l'enfant en jeu, avec donc toute une préparation d'abord de soi, des parents, à s'adapter à ce sexe, parce que parfois ils ont des préférences et ce n'est pas la préférence annoncée, donc il y a tout de suite une petite adaptation qui est très rapide. On peut dire qu'on attendait plutôt un garçon si on a une fille, mais il ne faut pas que la déception soit très longue. Il y a une adaptation très rapide, et donc il y a un peu un aménagement par rapport psychologique, par rapport au sexe de cet enfant qui va arriver. Mais en même temps, cet aménagement, on voit qu'il est aussi lié vraiment à des représentations qui sont très genrées, puisqu'en fait, les parents vont projeter sur l'enfant à venir des caractéristiques en fonction de son sexe. C'est-à-dire qu'une fille va être imaginée, par exemple, calme, ou un garçon plus turbulent. On va aussi imaginer les relations, on va imaginer avoir une communauté d'activités, de goûts, qui va être différent, et donc le père ou la mère vont se projeter de façon très différente avec leur fille ou leur fils. Et ça, forcément, ça a un effet sur la socialisation de l'enfant qui n'est pas attendu avec les mêmes caractéristiques ou dont on n'attend pas forcément le même comportement ensuite et le même placement. Et puis, les parents vont aussi donc préparer cette naissance, et là on voit que cette préparation de la naissance, elle est très genrée, bon, par le prénom d'abord, mais aussi par la garde-robe. Alors c'est vrai que vraiment, une des raisons pour lesquelles les personnes veulent connaître le sexe des enfants à venir, à naître, c'est pouvoir préparer la garde-robe qui apparaît comme un moment assez essentiel. Et cette garde-robe, si dans les premiers jours elle peut être assez mixte, très vite on se rend compte qu'il faut qu'elle soit sexuée et que les transgressions sont assez malvenues, en particulier le rose pour les garçons, qui est vécu encore comme une transgression assez forte. Préparer la chambre aussi, avec cette idée qu'il faut un espace différent pour les filles et les garçons. Chez certains parents, ça va aussi s'associer à une décoration différente, avec des parents qui considèrent qu'effectivement, il faut une baignoire rose pour les filles et que ça ne convient pas du tout à un garçon. Et en même temps, cette socialisation donc, des enfants commence très précocement et ça va s'inscrire ensuite dans tout un continuum qui durera toute la vie, avec des assignations sexuées différentes. Et pour les parents, c'est vraiment un moment justement de réitération des identités sexuées, et on le voit justement à travers cette mise en œuvre de ces préparatifs qui vont être faits de façon tout à fait différente selon les pères et les mères. Les mères vont beaucoup plus s'investir dans ces préparatifs, en particulier de la garde-robe, mais pas seulement. Elle se présente souvent comme étant force de proposition pour le prénom. Pour la garde-robe, c'est vraiment un réseau féminin, c'est-à-dire que les achats sont faits souvent par la parentèle et la future mère féminine, la parentèle féminine. On va avoir des prêts, des dons de vêtements qui sont vraiment dans des réseaux féminins. Et puis tout un tri par rapport à l'enfant qui va être fait, ou des achats vraiment situés avec... Et si on vous entend bien, Carole Brogey, on peut pas faire grand-chose, hein. On peut pas faire une allocation pour vêtir les bébés garçons en rose et puis une allocation pour vêtir les bébés filles en bleu. Ce sont vraiment des comportements complètement prédéterminés. Et l'arrivée de l'enfant, finalement, renforce cette inégalité de genre. Complètement. Alors, est-ce que ce sont des comportements bien construits socialement? Il y a un acteur auquel on ne pense jamais, c'est le marché. Quand même, qui est très prescriptif. Qui est très prescriptif et qui quand même fait beaucoup d'argent sur cette dichotomie sexuée, puisque ça permet de vendre en double du matériel de périculture, des vêtements, etc. Si on regarde dans les années 50... Un garçon, une fille, il faut tout racheter, quoi. Voilà. Si on regarde dans les années 50, en fait, on est aujourd'hui dans un recul par rapport justement à une certaine mixité, qui fait que les moyens et la consommation étaient moins développés, et que ces dernières années, on tend vraiment à avoir une segmentation du marché qui va constituer très fortement ces deux identités et leur permettre de s'exprimer pleinement. Ensuite, c'est une question de sensibilisation aux questions de genre de la population et d'essayer de déconstruire cette idée de naturalisation du féminin et du masculin qui fait qu'on va associer effectivement les paillettes, les dentelles, le rose aux filles. Voilà, donc là on a mis un pied en quelque sorte sur le problème, la question de l'inégalité de genre qui démarre très tôt, qui vient de très loin. On va peut-être écouter un peu Éric Widmer qui vient de Suisse, un des pays les plus riches du monde, per capita en tout cas, et où l'organisation libérale de la société est sans doute assez différente de l'organisation un petit peu plus étatisée qui est la nôtre en France. Est-ce que, au fond, vu de Genève, qui est quand même un bon balcon d'observation pour la situation française et suisse, est-ce que vous avez une lecture aussi
comment dirais-je, proactive de la question des inégalités dans la famille. Bon, moi, je rejoins complètement ce qu'a dit la collègue, mais je rajouterais une ou deux dimensions par rapport à ça. Alors, la Suisse, c'est un modèle où vraiment l'État intervient extrêmement peu en comparaison de la France sur toutes les politiques familiales, ce qui fait que les couples sont laissés à eux-mêmes, et même s'ils ont des salaires beaucoup plus élevés qu'en France, donc les coûts de l'enfant sont aussi très élevés. Très élevés et très privatisés, ce qui fait que l'essentiel, finalement, est de la responsabilité des parents. Alors, par rapport à ce qui a été dit là, je rajoute une dimension, c'est que quand on interroge en Suisse, disons, un échantillon de personnes comme celui de votre enquête, relativement aisé, ils sont tous à dire, donc de personnes qui font face à la transition à la parentalité, des femmes enceintes, etc., ils sont tous à dire, après la naissance, nous, on va continuer à fonctionner de manière égalitaire. C'est ça notre objectif. Il y a juste une parenthèse en quelque sorte. C'est comme ça qu'on veut vivre, on va s'arranger. Et puis quand on regarde concrètement ce qui se passe 6 mois après la naissance, 1 an après la naissance, eh ben, on constate que des modèles très genrés ont été mis en place qui sont absolument non corrélés avec les préférences des personnes avant la naissance. Et ça, à notre avis, ça montre le poids des structures sociales, le poids, l'absence de politique familiale digne de ce nom, mais aussi, et c'est intéressant, du point de vue des configurations familiales qui nous occupent dans ce colloque, le poids de la parentèle, le poids des générations aînées. C'est-à-dire que lorsque l'enfant paraît, toute la belle famille, la famille se réveille en quelque sorte. D'abord, c'est un ouf de soulagement général, voilà, et puis après, on s'intéresse activement et on regenre tout ce qui avait été évacué. Ce qu'on constate empiriquement, c'est que quand on demande aux personnes qui sont, aux personnes qui passent par cette transition, qui sont les gens qui comptent pour vous dans votre vie, hein, qui sont importants dans votre vie actuellement, eh bien, après la transition et avant la transition, c'est très différent. Les amis ont tendance à s'affaiblir, les collègues disparaissent au profit des membres de la parentèle et en particulier des parents. Donc il y a une sorte de familialisation du réseau qui se produit et cette familialisation, elle amène insidieusement, ou disons de manière très inconsciente, les couples à changer leurs préférences sans même trop s'en apercevoir, pour coller finalement avec les attentes réalistes, entre guillemets, des générations passées qui favorisent un modèle traditionnel qui sans doute a marché pour eux dans les conditions historiques qui étaient les leurs. Alors, vous venez d'un pays, on l'a dit, riche, hyper solvable, bien qu'il y ait des inégalités assez criantes sûrement, on pourrait en parler aussi, également une population très sophistiquée. On vit en Alsace. Non, mais c'est vrai, quand on va en Suisse, on a l'impression d'être parfois en Amérique, toute proportion gardée, bien sûr, et notamment dans les représentations, un pays assez sophistiqué dans les lectures, dans les émissions de télé, dans tout ce qu'on peut voir, dans le commerce, des choses qui paraissent plus sophistiquées que chez nous, plus avancées, en raison peut-être du pouvoir d'achat, mais finalement... lorsque l'enfant paraît, tout est surdéterminé. Il n'y a pas finalement de correction par le niveau de sophistication de la société suisse. Non, parce que la société suisse est fondée sur l'idée de responsabilité individuelle. C'est historiquement bien attesté depuis très longtemps. Oui. Et sur l'idée que l'enfant elle ressort d'une décision privée et donc d'une responsabilité privée dans laquelle l'État ne doit pas intervenir. Et donc, la responsabilité est mise finalement sur les parents et sur leur réseau de parenté, ce qui crée des inégalités sociales importantes. Voilà, qui ne sont pas finalement... Parce que la Suisse est aussi un pays particulier pour nous, qui sommes aussi des observateurs, on aime bien observer la Suisse, c'est un des pays les plus amusants d'Europe à observer, certainement. C'est quand même un pays où il y a à peu près... Vous me corrigerez, bien sûr, hein, c'est vous qui savez, mais à peu près 1/5 de la population qui est d'origine étrangère. Donc des apports de population
non suisses, extrêmement importants, de toute origine et de tout niveau. C'est spectaculaire à Genève d'où vous venez, mais c'est vrai dans toute la Suisse, y compris dans des coins très reculés. Et finalement, ces apports de population autres ne changent pas non plus beaucoup le modèle. Ou est-ce qu'ils le radicalisent encore dans la tradition ? C'est une question compliquée parce que je ne vais pas vous poser une question simple. Oui, hein, écoutez, non. Oui. Bien sûr. La migration en Suisse a des formes très, très, très différentes selon qu'elle vient de pays occidentaux, non occidentaux. Et c'est très compliqué de donner une réponse disons, globale là-dessus. Ce qu'il faut constater, c'est que les étrangers ont des réseaux, en tout cas, beaucoup moins présents, beaucoup moins actifs que les natifs. Familiaux, oui, des réseaux. Puisqu'une grande partie de leur famille est réside en dehors du territoire. Et donc, ils se trouvent d'autant plus confrontés à ce manque de structures institutionnelles pour prendre en charge leurs enfants, et donc qui sont amenés, pour beaucoup, finalement, à privilégier des solutions peut-être encore plus traditionnalistes que les Suisses de souche, je dirais. Non pas pour des questions culturelles, à mon avis, mais pour des questions d'accès de praticité, à des ressources, tout simplement. Et... Ouais. On va peut-être vous écouter, Bilam Poagnoumou. Vous avez fait le plus long trajet de nous tous ce soir. Vous observez les sociétés africaines, la vôtre, celle du Burkina, mais également les sociétés voisines. Est-ce que le débat qu'on évoque aujourd'hui a également une résonance dans les familles africaines ou est-ce que c'est différent selon les villes, selon les campagnes? Est-ce que vous pouvez nous dresser un tout petit peu le contexte où vous intervenez? Okay. Merci. Et effectivement, je vais parler du contexte que je connais le mieux, le contexte africain, et en m'appuyant sur l'exemple du Burkina Faso où j'ai mené mes recherches. C'est fait. Mais avant, je voudrais quand même rappeler le contexte qui est un peu différent de celui dont on a parlé jusque-là. Il faut dire qu'on est dans un contexte où la fécondité est encore élevée. Il y a des pays qui sont encore à 6 enfants par femme. Et aussi, la valeur sociale de l'enfant est très importante dans ces sociétés-là. Chaque couple souhaite avoir, en tout cas, des enfants. Et on est aussi dans un contexte où les inégalités entre hommes et femmes sont quand même assez importantes. Les femmes ont un faible pouvoir de décision et elles ont un statut social inférieur à l'homme. Il faut dire que dans la division aussi des tâches, la garde et l'entretien des enfants revient principalement à la femme. Et c'est aussi un contexte où les politiques publiques sont parfois, je dirais, dans certains cas presque inexistantes. C'est vrai que dans certains pays, il y a le congé, par exemple, parental pour les parents, mais c'est réservé à une minorité, à des salariés, surtout du secteur public ou privé, mais la grande majorité n'est pas concernée par ces mesures-là. Et donc, on est finalement dans un contexte où les femmes, même parfois, les activités en compagnie de leurs enfants, que ce soit dans le secteur informel, elles mènent les activités tout en assurant la garde de leurs enfants, que ce soit dans l'agriculture, parfois elles cultivent tout en assurant la garde de leurs enfants. Donc je tenais un peu à préciser. Donc en fait, c'est toute la vie qui est mêlée en quelque sorte. L'éducation de l'enfant et la vie professionnelle ou l'activité commerciale ne sont pas dissociées. Non, malheureusement. C'est vrai que pour une classe privilégiée, peut-être on peut se permettre d'avoir l'aide d'une domestique ou d'un autre parent pour assurer cette charge-là, mais dans la majorité des cas, la femme assure cela tout en menant ses activités. Et surtout ces dernières années, même pour les salariés qui utilisaient le personnel domestique, il faut dire que ces dernières années, c'est surtout en ville, il y a une crise de ce personnel-là et certaines sont même obligées d'aller au travail avec leur bébé. Parce que le service justement de garderie est presque inexistant. Donc, oui, mais là, il y a quelque chose qui est quand même intéressant parce que, vous voyez, moi, ça m'est arrivé il y a longtemps, il y a très longtemps, il y a plus de 20 ans, d'aller à mon travail avec mes bébés de l'époque. Et
c'était très très mal vu. Je l'ai fait de façon clandestine et de façon pas trop répétée, parce que si j'avais insisté, j'aurais eu des ennuis avec mon employeur. En Afrique, dans certaines villes ou dans certaines sociétés africaines, c'est possible. Ce n'est pas autorisé, mais c'est vraiment... Mais ça se fait. Quand elle n'a pas le choix, c'est le moindre mal que de ne pas aller au travail. Et c'est ces dernières années vraiment qu'on observe cela, parce qu'il y a une crise justement de ces petites filles qui s'occupaient des enfants à la maison. En ce qui concerne la préparation de la naissance, bon, en Afrique aussi, et particulièrement au Burkina Faso, cela incombe à la femme. C'est elle qui prépare tout ce qu'il faut avant la naissance. Par contre, l'accouchement, quand ça se fait dans un service de santé, dans la plupart des cas, c'est l'homme qui assure ce coup-là. Il n'y a pas longtemps, on a fait des entretiens en milieu rural où on posait les questions aux femmes et elles disaient non, de nos jours, on accouche, en tout cas, toutes au centre de santé. Le mari n'a qu'à se débrouiller pour prendre en charge les coûts. C'est son rôle. Mais est-ce qu'il assiste à l'accouchement comme on le recommande tellement vivement en France? Non. En général, les hommes n'assistent pas à l'accouchement en Afrique. Par contre, il y a l'implication quand même d'autres parents en cas de naissance d'un enfant. La femme a le soutien de la belle-mère, de la tante, des autres parents quand même pour prendre en charge, surtout dans les premiers jours, le nouveau-né et même elle-même. Finalement, si je vous comprends bien, c'est la famille qui assure le service social qu'on a développé, nous, de façon mutualisée à l'échelle du pays. Oui, tout à fait, puisqu'on est dans un contexte où ce service social-là n'existe pas. N'existe presque pas. C'est effectivement la famille qui assure cette tâche-là en cas de naissance d'un enfant. Merci. On va peut-être écouter Roland Pfefferkorn. C'est à Strasbourg notre grand pape des inégalités. Et on va peut-être là traiter un peu des inégalités sociales davantage. Je crois que vous êtes convaincu du fait que enfin, vous allez me contredire peut-être, mais du fait que la seule manière de combattre les inégalités de genre, c'est de donner du boulot à tous les partenaires de la famille, de la cellule familiale. J'ose pas dire homme-femme, hein, aujourd'hui ça devient compliqué. Mais est-ce que c'est ça finalement? Est-ce que tout ne revient pas à une question de statut économique de la personne? La question de l'activité professionnelle des femmes est évidemment une des grandes questions en ce qui concerne les inégalités entre hommes et femmes dans la famille, et notamment quand arrive le premier enfant. Ici, je commencerai par prendre un exemple lointain. Si vous prenez un pays comme le Japon, c'est pas compliqué. Dans la quasi-totalité des grandes firmes, quand les femmes attendent un enfant, elles prennent la porte. C'est très rare que les femmes puissent garder leur emploi quand elles attendent un enfant. La plupart du temps, elles sont même mises à la porte quand elles se marient, dans les grandes firmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a affaire là, je dirais, à un des modèles, entre guillemets, les plus radicaux où l'activité professionnelle est considérée comme normale pour les hommes, acceptable pour les femmes non mariées, mais en aucun cas acceptable pour des femmes mariées, a fortiori avec des enfants. Bien sûr, ce modèle rappelle, y compris dans sa forme les plus excessives, rappelle le modèle qui était en usage dans le pays voisin, en Allemagne. Le fameux Kinderküche-Kirche. Absolument, où aujourd'hui encore, même si la situation a un peu changé, aujourd'hui encore, une femme avec des enfants en bas âge continue à être mal vue si elle exerce une activité professionnelle normale, c'est-à-dire à temps plein, die Rabenmutter. Et il faut bien voir qu'en Allemagne, ce qui a changé davantage, c'est la pratique. Il y a aujourd'hui un taux d'activité qui a fortement augmenté chez les femmes en Allemagne, même si le temps partiel est relativement important.
Mais ce qui a moins changé, c'est les représentations. Les représentations traditionnelles imprègnent toujours très très fortement, même quand les pratiques sociales ont changé. Et j'ai parlé du Japon, j'ai parlé rapidement de l'Allemagne. Il faut continuer les comparaisons. Quand on compare par exemple l'ex-Allemagne de l'Est, l'ex-Allemagne de l'Ouest et la France, on constate que les caractéristiques de l'ex-Allemagne de l'Est et encore des actuels Länder de l'Est aujourd'hui sont très proches des caractéristiques de la France en termes de fécondité. C'est rassurant ou c'est pas rassurant? Et en termes d'activité professionnelle des femmes. Ah. Et je vais ajouter un autre élément pour répondre à la question axiologique, rassurant, pas rassurant, ça dépend de ce qu'on veut. Dans les pays où les femmes peuvent travailler normalement, c'est-à-dire comme les hommes, elles font des enfants. Exemple en France. En France, vous avez un peu plus de 2 enfants par femme en moyenne, et vous avez plus de 80% des femmes qui exercent une activité professionnelle. Et si le taux de temps partiel a augmenté, ce n'est pas tellement parce qu'elles l'ont souhaité, mais parce qu'à un moment donné, des politiques publiques avaient été mises en œuvre qui ont conduit à l'augmentation de ce taux de temps partiel. Par contre, si vous prenez les pays où le taux d'activité des femmes est significativement plus réduit, où le temps partiel est plus important, dans ces pays, je vais donner des exemples tout de suite, le nombre d'enfants par femme est beaucoup plus faible. Plusieurs exemples différents. J'ai parlé du Japon. Selon les années, on tourne à 1,2, 1,3, 1,4 enfants par femme. Et je me souviens, il y a de ça presque 20 ans, lors d'un colloque à Tokyo, un démographe était intervenu lors de ce colloque pour répondre à la question qui était posée: que faire au Japon pour que le taux de fécondité augmente à nouveau? Et le démographe japonais a répondu de manière très claire: mais ce n'est pas compliqué, vous mettez en place une politique publique permettant aux femmes de travailler comme les hommes, et vous verrez que le taux de fécondité augmentera. Si aujourd'hui les femmes, en moyenne, font beaucoup moins d'enfants, c'est fondamentalement parce qu'elles ne peuvent pas travailler normalement si elles en font. Vous voyez, il faut inverser les choses. Donc, du point de vue de la fécondité, le modèle français, modèle social, modèle familial français, a fait ses preuves. Est favorable, a fait ses preuves. A fait ses preuves. Je vois Eric Widmer qui se marre. Pour quelle raison? Non, mais c'est juste... J'aimerais bien que vous soyez un peu en désaccord, mais j'aurais peut-être du mal à y arriver. Je réserve ma réponse pour plus tard. Continuez. Il faut que je réfléchisse un peu. Il est quand même prudent. Hein. En Suisse, on est toujours prudent. Vous voulez ajouter encore quelques mots? Je veux bien ajouter quelques mots. Maintenant, il est certain que quand on présente les choses rapidement et en 3 phrases, on ne va pas rentrer dans toutes les nuances qu'on ferait dans un article de plusieurs dizaines de pages. Mais ça, c'est un autre point. Je veux quand même ajouter un autre élément. Si vous prenez les pays d'Europe du Sud, je pense par exemple à l'Espagne, je pourrais prendre l'Italie, je pourrais prendre la Grèce, ou si vous prenez l'Allemagne, allez, l'Espagne et l'Allemagne, quel est le point commun qui contribue à ce que la fécondité soit plus faible et à ce que l'activité professionnelle normale, comme les hommes, des femmes, soit plus compliquée? Mais c'est parce que les cours sont organisés, les écoles sont organisées avec des cours le matin, éventuellement en début d'après-midi, mais après, les enfants sont livrés à eux-mêmes, sauf pour les familles qui ont les moyens de payer les activités périscolaires. Et il est bien certain que le type d'organisation scolaire a aussi des effets. Et de ce point de vue, on peut opposer le type d'organisation scolaire qui est en place en France avec ce qui se passe en Espagne ou en Allemagne, et ça contribue à rendre les choses plus compliquées pour les femmes.
Mais si on renverse la question, Roland, est-ce que la société allemande est plus égalitaire du fait de sa moindre fécondité? Puisque là, visiblement, c'est l'enfant qui pose problème, c'est l'enfant qui est créateur d'inégalités, enfin créateur, qui entraîne des inégalités de genre, des inégalités sociales. Est-ce que l'inverse se résonne aussi à propos de l'Allemagne? Non, pour ce qui est de l'égalité entre hommes et femmes, il est certain qu'il faut insister sur le fait que aussi bien la société française que la société allemande sont des sociétés inégalitaires. Maintenant, c'est du plus ou du moins. Mais il me semble quand même, malgré tout, que ne serait-ce qu'en raison de l'inertie historique, l'inertie par rapport aux traditions, la société allemande reste fondamentalement plus inégalitaire globalement, même s'il y a eu des changements importants, et il ne faut pas les oublier. Il y a eu des changements importants en ce qui concerne l'accès à l'activité professionnelle, mais en même temps, l'injonction implicite pour les femmes allemandes reste une injonction du type ou travailler normalement, à temps plein, comme un homme, ou faire des enfants. Et là, si vous comparez la France et l'Allemagne, la comparaison, elle est implacable. Si vous prenez les femmes diplômées du supérieur, en Allemagne, pratiquement 40% d'entre elles n'ont pas d'enfants. Ce pourcentage est beaucoup plus faible en France. Et là, on retrouve, si vous voulez, ces pressions structurelles qui pèsent. Oui, Éric Widmer, vous avez bien réfléchi. Vous êtes en mesure de... Deux petites observations un peu critiques sur cette idée que finalement l'accès complet des femmes au marché du travail, c'est la fin des inégalités. Enfin, ça améliore la fécondité. C'est ça. D'abord, il faut le dire, peut-être du point de vue de la fécondité. Maintenant, ça signifie aussi, quand même, pour les femmes, une présence beaucoup plus forte de la double journée, peut-être que dans d'autres contextes, notamment allemands ou suisses, où on a du temps partiel, et puis ensuite, on peut peut-être s'occuper des enfants. Et puis, deuxièmement, il faut aussi constater, si on fait du longitudinal ou de l'historique, que dans les années 50-60, on vivait avec un salaire, probablement. Maintenant, en France, je ne suis pas français, mais 2 salaires, je pense, sont nécessaires au maintien d'une famille. Donc, du point de vue des familles, c'est peut-être pas un si bon deal d'une certaine manière, une si bonne affaire. On doit travailler plus qu'il y a 50 ans en arrière pour se maintenir. Alors peut-être avec un niveau de consommation, des attentes, etc. supérieures, mais néanmoins, là, il y a la genèse d'inégalités quand même importante. La France n'est pas encore le pays de la grande égalité. Hein. On va profiter de la présence de Michel Reiser, donc directeur de la CAF du Bas-Rhin, et de David Blin, qui est, je regarde mes notes, chef du bureau des familles et de la parentalité au sein de la Direction générale de la cohésion sociale, qui souhaite commencer. Donc on vous a demandé un exercice un peu, pas forcément facile, c'est de réagir un peu à ce qui a été dit, puis d'apporter votre point de vue, comment dirais-je, d'exécutant de la politique, des politiques publiques en faveur de la famille. Michel Reiser. Oui. Alors, comment réagir à ces interventions? Je dirais que la première intervention, c'est bien sûr le père que je suis qui a été le plus sensible. J'ai cru retrouver des choses que j'ai vécues le jour où on attendait nos 2 enfants. La deuxième intervention, c'est la Suisse. Et c'est vrai que ce qui nous a été évoqué me semble nous donner des signaux sur des évolutions que nous vivons dans notre société d'aujourd'hui, et notamment d'une des évolutions de nos politiques familiales d'aujourd'hui. Alors pourquoi je me permets de dire ça? C'est parce que tout simplement, le directeur que je ne suis qu'un des directeurs qui a succédé à beaucoup d'autres directeurs, puisque la caisse d'allocation familiale existe depuis 1945, et qu'avant 1945, il y avait des caisses de compensation. Et donc, naturellement, on essaye de se mettre dans l'histoire et d'essayer de comprendre le fruit de quelle histoire nous sommes et de quelle histoire est notre politique familiale d'aujourd'hui. Et très clairement, lorsqu'on se situe à peu près à la fin du 19e siècle, début du 20e, et je retrouve un peu ce que notre intervenante venant de l'Afrique me le pardonnera, mais c'est un peu ce que nous avons pu connaître à cette époque-là,
ça faisait un peu écho. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a des employeurs qui ont fait le choix, un peu inspirés par le pape, au nom de la charité, de verser du sursalaire à leurs salariés, à leurs ouvriers, parce que quelque part, ils trouvaient qu'il y avait une forme d'inégalité entre l'ouvrier qui n'avait pas d'enfants, alors que l'ouvrier qui avait des enfants avait des charges plus importantes. Et c'est comme ça que sont nées les caisses d'allocation familiale. Le patronat d'aujourd'hui n'a pas l'air tout à fait sur la même longueur d'onde, parce que le prélèvement des cotisations d'allocation familiale... Heureusement, la charité ne gère plus seulement nos sociétés. Et justement, qu'est-ce qui s'est passé en 1945? Et c'est là que nous sommes vraiment le fruit de ça, c'est la création de la sécurité sociale. Et très concrètement, dans cette salle, on m'a expliqué ce que c'était que la sécurité sociale. C'est-à-dire, c'est de faire répondre à un risque. Et alors, c'est vrai, quand on m'a dit que la naissance d'un enfant, c'était un risque, je suis un peu, d'autant plus que je n'en avais pas encore, je suis tout de suite devenu très, très inquiet. Et en fait, on m'a expliqué, c'est quoi l'enfant? C'est que tout simplement, il génère des charges supplémentaires parce qu'il va falloir le nourrir, l'élever. Et d'autre part, vous risquez d'avoir des recettes en moins parce que tout simplement, vous allez devoir vous arrêter de travailler pour s'occuper de l'éducation de votre enfant. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de sécurité sociale. Vous sécurisez face à ce risque que représente. Alors après, je vais aller très vite. Après, c'est vrai que nos politiques se sont un peu évoluées. Et là, je commence à être directeur ou au moins directeur d'une des directions d'une caisse d'allocation familiale. Et on voit que c'est plus la charité, mais c'est la façon de vivre en société qui va déterminer une partie des politiques familiales. Et c'est là qu'on a vu naître des prestations telles que l'allocation de parents isolés, qui est en fait le fait qu'on vit dans des sociétés qui se transforment et que le parent isolé est une préoccupation et qu'il va falloir compenser encore plus les charges dues à cette situation. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce qui gouverne un peu nos politiques? Il me semble que c'est parfois l'émotion ou ce qui se passe dans la presse. Et que c'est ça qui nous pousse à être sensibles à certaines inégalités. Et malheureusement, me semble-t-il, en tout cas, je me permets de m'aventurer, c'est qu'au nom de ça, on renvoie un peu trop souvent à la responsabilité des parents. Et la responsabilité collective qui est à l'origine même de l'idée de sécurité sociale perd un peu de son actualité. Vous n'aviez qu'à pas faire d'enfants, quoi, grosso modo. C'est ce qu'on veut éviter. Mais c'est vrai que trop souvent, c'est contre ça que, très concrètement, aujourd'hui, nous essayons de lutter avec le ministère en faisant en sorte qu'on ait dans ce département en particulier un schéma départemental d'accompagnement des parents et non pas seulement un schéma départemental des services aux familles. Parce que justement, la notion de service aux familles, ça ouvre un débat qui est de dire, mais les parents, si on doit leur offrir un service, c'est qu'ils ne s'assument pas eux-mêmes, qu'ils ne trouvent pas eux-mêmes la solution. Et donc nous, pour notre part, on veut vraiment acter le fait que être parent dans nos sociétés, dans toutes les sociétés, c'est un sacré engagement. C'est un sacré engagement et ça mérite la solidarité de tous. Oui, puis avec surtout face à des inégalités. Avec le syndrome Tanguy d'aujourd'hui, c'est un engagement qui dure très 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 longtemps. Tout à fait. Les enfants qui quittaient à 18 ans, c'est terminé. Hein. C'est pourquoi d'ailleurs aujourd'hui... mais vos allocations par contre s'arrêtent assez tôt. Oui, mais c'est tout simplement, c'est pourquoi d'ailleurs aujourd'hui se repose la question d'une politique jeunesse, avec justement cette question de savoir quand est-ce que la jeunesse s'arrête. Et nous, on pose la question... Et quel est le rôle des adultes à l'égard des jeunes? Et c'est ce dialogue qui doit être posé. Est-ce que nous devons avoir une politique jeunesse ou est-ce que nous devons avoir une politique en direction des adultes? Et là, je bouclerai avec l'intervention de notre intervenant d'Afrique, du Burkina Faso. Nous avons retenu pour notre schéma départemental d'accompagnement des parents un très beau dicton africain qui dit « c'est tout un village qui éduque un enfant ».
Et nous pensons qu'effectivement, la réponse fondamentale à la question de l'inégalité est d'abord une question d'éducation. Et c'est une question d'éducation qui concerne l'ensemble de la collectivité des adultes. Alors, c'est un beau principe, il faut le mettre en œuvre tous les jours. Et ça, c'est un dernier aspect que je souhaiterais souligner, c'est que pour y arriver, il faut que les porteurs des politiques publiques, et en tout cas on travaille à cela, ne travaillent pas en silo, mais se retrouvent ensemble, et c'est ce que nous faisons dans ce département, au sein d'un comité qui rassemble aussi bien la justice que l'éducation nationale, que le département, que la caisse d'allocation familiale, que l'association des parents, que l'UDAF, l'Union départementale des associations familiales, c'est qu'ensemble, cette collectivité se préoccupe de l'éducation de nos enfants, parce que c'est là que nous avons la réponse à la question de l'inégalité, qui est la question fondamentale et qui est une question féconde. Elle est vraiment une question féconde. Elle est féconde lorsqu'il s'agit de créer des politiques publiques, mais elle est aussi féconde lorsqu'il s'agit de les évaluer. Évaluer une politique publique à partir de la question de savoir est-ce que cette politique publique corrige les inégalités ou, au pire, est-ce qu'elle les augmente, n'est pas une question indifférente, c'est une question fondamentale de la question de l'évaluation. Merci. David Blin, pour prendre le relais. Votre boulot, c'est les politiques d'accompagnement des familles, entre autres, dans toute la France. Oui, en partenariat bien sûr avec la CNAF et le réseau des CAF. Le Bureau des familles et de la parentalité est un des services de la Direction générale de la cohésion sociale qui a mis à la disposition du ministre chargé des familles, en ce moment Laurence Rossignol, qui, vous le savez, est ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes. C'est une alliance de périmètre qui est inédite, qui a fait causer au moment de la révélation de son portefeuille. Et puis je crois que cette table ronde est une bonne occasion, quelques mois après, de défendre ce choix qui avait été fait par le gouvernement et de montrer comment concrètement ça permet aux administrations qui avaient peut-être un peu l'habitude de travailler en silo, de travailler plus ensemble, de travailler mieux ensemble. Et je voulais repartir pour commencer de ce que disait Roland, ça dépend de ce qu'on veut. Parce qu'effectivement, la question au fond, c'est celle des objectifs qui sont derrière trois politiques publiques, la politique familiale, la politique de lutte contre la pauvreté et la politique d'égalité entre les femmes et les hommes. Et la politique familiale, pour commencer, elle a un nombre d'objectifs qui est assez nombreux, qui ne sont pas toujours faciles à concilier et qui sont additionnés les uns aux autres au fil du temps. D'abord, il y a un objectif nataliste qui est arrivé très tôt en France, alors que ce n'était pas forcément le cas chez nos voisins. Il y a un objectif de soutien au niveau de vie des familles, d'abord par une compensation horizontale des célibataires vers les gens qui avaient des enfants, ensuite en essayant de ramener de la redistribution verticale entre les familles pauvres et les familles un peu plus aisées. Et puis il y a trois objectifs plus récents qui sont additionnés, qu'il faut encore concilier et combiner les uns avec les autres, qui sont l'articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale. C'est là qu'on arrive à l'intersection avec la politique d'égalité entre les femmes et les hommes, une préoccupation apparue dans les années 70, qui s'est cristallisée ensuite en objectif de politique publique à part entière, et deux objectifs assez récents, en tout cas encore en phase de consolidation, le soutien à la parentalité, ou l'accompagnement à la parentalité, là, je reviens à ce que disait mon voisin de gauche, et puis la préoccupation du développement complet du jeune enfant, ce qui me donnera l'occasion de revenir sur la question de la socialisation différenciée des petites filles et des petits garçons, un développement complet du jeune enfant qui a été particulièrement mis en valeur à l'occasion de la remise à la ministre Rossignol d'un rapport récent fait par Sylviane Champineau, psychologue, psychanalyste pour enfants, au terme d'un an de concertation. Et donc on voit, quand on récapitule tous ces différents objectifs de la politique familiale qui sont agrégés au fil du temps, qu'on croise de manière totalement transverse dans les instruments de la politique familiale et la question des inégalités sociales et la question des inégalités de genre. Par exemple, le soutien au niveau de vie des familles, bon, évidemment quand on réinjecte une dose de verticalité dans la compensation horizontale, c'est dans un objectif de lutte contre les inégalités sociales, mais quand on bonifie les prestations pour les familles monoparentales, là je reviens sur le changement des modèles familiaux, c'est aussi une façon de soutenir le niveau de vie des plus pauvres.
En ce qui concerne l'articulation entre vie professionnelle et vie familiale, les crèches, les modes d'accueil de manière générale, c'est une manière de neutraliser la question de l'accueil de l'enfant dans le parcours d'émancipation des femmes. Donc là aussi, il y a un lien extrêmement étroit. On est en train de lancer des crèches à vocation d'insertion professionnelle avec la CNAF, avec les CAF, qui sont un moyen d'utiliser les modes d'accueil comme un tremplin vers l'accès à l'emploi des femmes qui sont souvent chefs de famille monoparentale. Nos politiques de soutien à la parentalité, elles proposent des dispositifs d'ateliers de coparentalité, d'accompagnement des ruptures familiales pour prévenir cette inégalité dans le couple après la rupture, où voilà, la femme concrètement se retrouve souvent en charge de la totalité de la suite, une bonne partie de la suite. Et puis sur le développement complet du jeune enfant, là, le rapport de Sylviane Jean-Pinot insiste et préconise, et je pense qu'on va, sans faire de mystère, on le retiendra, d'intégrer dans la formation des professionnels qui s'occupent de l'accueil du jeune enfant cette sensibilisation, cette compréhension que la socialisation sexuée différenciée des petites filles et des petits garçons, c'est une vraie question, c'est une question qui doit faire partie du bagage de tout professionnel qui garde un jeune enfant pour prendre garde à ses attitudes. Voilà, et je termine simplement en disant que ces entrecroisements d'objectifs et de politiques qui sont menés de manière macro en silo, mais qui se croisent concrètement dans les instruments, qui sont porteurs d'objectifs parfois contradictoires, parfois difficiles à articuler, bah c'est pour ça que oui, sans doute, tout n'est pas parfait, mais c'est pour ça aussi que l'importance que soulignait mon voisin de travailler ensemble et de bien réinterroger la manière dont s'articulent les objectifs dans un instrument très précis au niveau local, elle se fait au niveau local dans les schémas départementaux d'accompagnement ou de service aux familles, je n'ai pas d'avis sur la dénomination, et elle doit se faire encore plus et mieux qu'aujourd'hui au niveau national, et puis c'est ce à quoi on va s'employer. Merci pour ce tableau à deux très complet. On voit bien qu'il y a peut-être des silos à l'échelle macro, mais que sur le terrain, en tout cas dans certains territoires, cet effet silo est surmonté. Je vais leur lancer un appel à questions, puisque je l'avais promis, donc je tiens mes promesses. Si quelqu'un souhaite intervenir, on va lui passer un micro. Voilà, non, une main qui se lève, ou sinon c'est moi qui fais les questions, mais c'est pas forcément les bonnes questions. Madame, attendez. Faut tout que je fasse. Hein. Nicolas, il court vite. Voilà. Ici. Ouais. Je suis Evelyne Lapierre-Adamsic, je suis de Montréal. Dans vos multiples exposés, il me semble qu'il y a deux mots que je n'ai pas entendus. Il faut tenir le micro très près du menton. Vous touchez le menton. Ça il me semble qu'il y a deux mots que je n'ai pas entendus beaucoup. C'est le mot éducation et c'est le mot homme. On a confié aux femmes, ce sont les femmes qui subissent évidemment les inégalités. En cela, je suis assez d'accord avec vous. Mais il me semble que pour l'avenir, l'éducation des hommes et des femmes doit se modifier considérablement en ce qui concerne notre devenir parent et avoir des enfants, pour essayer de changer cette dynamique qui, au moins à l'intérieur du couple, pourrait atténuer les inégalités qui se créent presque automatiquement, étant donné la division du travail qui s'installe dès la naissance de l'enfant. Alors voilà. Merci. On va regarder s'il y a une autre question, puis après on va solliciter des répondeurs. Claude Régnier, il a envie de poser une question. L'inverse m'eût étonné. Non, mais il faut attendre le micro, chef. Je n'ai pas entendu les mots « désir d'enfant ». Ah, bah, le désir, oui. Alors que l'INED travaille sur la question, si mes souvenirs sont bons. Ça peut être important. La question est notée. On va voir s'ils veulent en parler, hein, je ne suis pas sûr. Désir ou pas désir. Bon, voilà, la question de l'éducation, la question du désir, ça fait, on balaye large. Une troisième question, s'il y en a une, avant que j'essaie d'avoir des avis d'experts. Bon, elle viendra peut-être après. Peut-être Carole Brugey sur la question du rôle de l'éducation et de la transformation profonde que l'éducation, nos systèmes d'éducation devraient connaître pour répondre à l'évolution souhaitée.
Alors, je ne sais pas si c'est la transformation du système d'éducation, mais c'est un peu pour articuler la question du travail avec celle de l'éducation et voir un peu comment ça fait système. Effectivement, en France, s'il y a une fécondité élevée et puis un certain niveau d'égalité, c'est parce que les femmes travaillent et peuvent travailler et faire des enfants. C'est incontestable, je pense. Mais en même temps, on sait très bien que dans le monde du travail, au moment de la naissance des enfants, il y a un vrai réaménagement pour les femmes, avec des taux d'activité qui vont, par exemple, baisser plus le nombre d'enfants va être important, avec du temps partiel qui va augmenter, avec des aménagements d'horaires de travail, avec des changements de poste. Et finalement, la vie professionnelle des femmes va quand même être marquée beaucoup plus que celle des hommes par cette formation de la famille, avec une spécialisation croissante des rôles. Et alors j'en reviens à l'éducation. Quand après on travaille sur l'orientation scolaire, par exemple, on se rend compte qu'il y a toute une orientation scolaire qui est différente entre les garçons et les filles, mais du fait d'une anticipation de ces rôles. Donc on est dans une espèce de reproduction qui fait qu'on va anticiper au moment de l'orientation scolaire des filles de moindres ambitions, on va dire, sachant qu'effectivement elles vont devoir assumer en grande partie les charges familiales et qu'on va être dans une division donc reproduite des rôles. Donc ça c'est très compliqué parce que on voit comment ça se décale aussi. Les inégalités d'orientation scolaire, elles sont repoussées. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup de filles dans les filières scientifiques au lycée. Il n'y a toujours pas beaucoup de garçons dans les filières littéraires. Hein. C'est vrai que l'égalité d'orientation, c'est aussi les garçons se dirigeant vers des filières plus féminines habituellement. Mais on voit bien qu'après le bac, on va retrouver ces inégalités d'orientation qui font que les filles vont être orientées vers des carrières universitaires ou scolaires moins porteuses en termes justement de perspectives économiques, de valorisation sociale, etc. Et que c'est vraiment une anticipation, je crois, très inconsciente qui a été montrée par de nombreux sociologues de l'éducation, hein, avec des enseignants qui vont être moins exigeants, qui vont orienter avec des exigences, là au contraire, beaucoup plus importantes face aux résultats des filles pour les laisser accéder à certaines filières. Il y a tout un processus qui a été assez bien observé au sein du milieu scolaire et qui contribue à cette orientation différentielle qui va réitérer des inégalités et remettre les femmes en situation finalement de se retirer du marché du travail parce qu'elles ont un salaire moins important, parce qu'elles sont plus disponibles, etc. Donc c'est vrai que l'éducation est vraiment une variable clé. Mais on a vu aussi, Carole Brogey, en France en tout cas, peut-être ailleurs aussi, que la question de la politique de genre dans les programmes scolaires créait de sacrés débats extrêmement politiques, extrêmement tendus, voire agressifs. C'est pas très facile. Et alors on évoquait les silos entre différents volets de la politique familiale, mais il y a aussi les silos entre départements ministériels. Et là, il y a quelque chose d'assez difficile à traiter dans une société sophistiquée comme la nôtre. Ça, c'est très compliqué parce qu'effectivement, tout le monde a l'impression que l'égalité à l'école, c'est quelque chose qui est avéré et qui est réalisé déjà et que l'école assure la promotion de l'égalité homme-femme. En fait, toutes les études montrent que de la production des manuels scolaires à l'orientation scolaire, il y a de très fortes inégalités et c'est effectivement compliqué de lutter contre quand on a un diagnostic antérieur qui est soit que ce n'est pas du ressort de l'école de travailler sur certains aspects de l'égalité homme-femme, soit qu'elle est déjà avérée dans la société et à l'école et que donc il n'y a pas de progrès à faire. Et c'est vrai qu'on a vu un petit peu les résistances au moment de vraiment une proposition très réactive. Hein. Oui. Ouais. En Suisse, Eric Widmer, la question du rôle de l'éducation et des efforts qu'il faut conduire dans ce secteur-là pour arriver à progresser en matière d'égalité de genre. Je crois qu'en Suisse, enfin, l'effet de l'éducation est relativement minime, à mon avis. Quand on fait des tests sur les stéréotypes de genre entre filles et garçons, les résultats sont relativement égaux. Moi, je crois que c'est vraiment une question structurelle. Dans une société où l'État intervient un peu, où il y a peu de politique familiale, il est très compliqué d'assurer une égalité dans le couple. Oui, mais rassurez-moi, Eric Widmer, il y a quand même bien un département de l'éducation du scolaire en Suisse et dans le canton de Genève. Enfin, je veux dire, là, il y a quand même des politiques publiques importantes. Non, parce que tout se fait au niveau à la fois fédéral, mais aussi au niveau des cantons. Les cantons sont très variables dans leur implication, parfois forts, parfois faibles. Non, mais j'aimerais revenir sur
la difficulté d'avoir une parité ou une égalité complète entre hommes et femmes, à mon avis, dans les contextes occidentaux en général. Le plein temps des femmes n'est pas un vrai plein temps, en tout cas quand on le regarde du point de vue de la trajectoire, il y a des moments sur la vie creux. entière. Et moi, je vois plutôt des situations, alors parfois de renversement de rôle, où tout à coup, les femmes qui, dans un couple, sont beaucoup mieux dotées de capital scolaire, des positions professionnelles beaucoup plus assurées que les hommes, vont tout à coup en faire beaucoup moins du point de vue des activités familiales. Donc un renversement dans certaines situations bien spécifiques où tout à coup les capitaux, les avantages de la femme surpassent celles de l'homme. Mais une parité, une égalité à part entière des implications professionnelles et domestiques des hommes et des femmes me semble, dans les conditions actuelles de nos économies, compliquées à atteindre, utopique. Quelles que soient les mesures incitatives du point de vue de l'éducation. Mais c'est un avis personnel. Madame Gnoumou, sur la question de l'éducation, puisque qui est posée par l'intervenante. Ok. En ce qui concerne l'Afrique et particulièrement le Burkina Faso, il faut dire que pendant longtemps, les filles ont été défavorisées par rapport à l'éducation. Mais ces dernières années, ces dernières décennies, avec la mise en place de plusieurs politiques éducatives, ces inégalités au niveau de l'accès tendent à se résorber. Il y a même des endroits où les filles ont maintenant plus accès à l'école que les garçons parce qu'il y avait eu des mesures incitatives justement en leur faveur. Cependant, à partir du secondaire, les inégalités sont très grandes entre les garçons et les filles. C'est vrai qu'à l'accès, les inégalités sont réduites, mais dès qu'on va au secondaire déjà, on constate que ce sont les garçons qui sont plus favorisés par rapport aux filles, et on ne parle même pas du niveau supérieur. Aussi, quand on considère les filières, c'est clair que les filières scientifiques, on a très peu de filles ou de femmes dans ces filières-là. Au niveau du corps enseignant, parfois aussi, il y a des comportements, puisqu'on reproduit finalement ce qu'on a appris, et il y a des comportements qui tendent aussi à maintenir ces inégalités-là. Par exemple, quand on doit distribuer les tâches, bon, c'est aux filles que reviennent telle tâche, et donc ça se maintient même parmi le corps enseignant. Et en tout cas, au niveau il y a eu pas mal de politiques au niveau du primaire, mais à partir du secondaire, il y a des efforts, d'énormes efforts à faire pour... Mais est-ce que dans votre pays, est-ce que c'est un sujet de débat, de polémique politique, la question des programmes et de leur contenu et de la sexuation de leur contenu, du genre, des images employées, des références, des textes aussi, comme on l'observe de façon très intense en France? Effectivement, c'est un sujet de débat parce que de plus en plus, quand même en tant que chercheur aussi, on souligne ces faits-là pour montrer que ça maintient en fait les inégalités. Et il y a eu pas mal de révisions de programmes pour tenter justement d'éliminer ces stéréotypes-là dans les manuels et autres. Mais ça demeure encore quand même à une certaine échelle au niveau de l'enseignement. Et surtout, quand on atteint le secondaire déjà, il faut dire qu'en milieu rural, parfois, c'est vrai qu'on inscrit la fille à l'école, et il y a même au Burkina, par exemple, la scolarité obligatoire. On maintient la fille jusqu'à un certain âge, mais après ça, parfois, on la soustrait de l'école pour qu'elle se marie, parce que, bon, peut-être qu'on perçoit mieux sa place dans un foyer qu'à l'école. Parfois aussi, puisqu'il n'y a plus de soutien à partir du secondaire, les parents ont du mal aussi à supporter les coûts de l'éducation, ce qui fait que s'il y a un choix à faire, on peut privilégier le garçon par rapport à la fille. Michel Reiser, vous souhaitiez... Alors, plus de micro, hein, il est dans la salle, mais attendez, on va simplement déplacer, oui, parce que sinon, pour la captation vidéo, c'est un peu compliqué. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas encore utilisé le terme « désir d'enfant », et c'est vrai que c'est un concept que nous avons découvert en caisse d'allocation familiale depuis très très peu de temps. Ah bon ? Et qui nous a été...
en caisse d'allocation familiale. C'est pas Michel Reiser, le papa, qui parle là. Donc, le désir d'enfant et la mesure de ce désir d'enfant, c'est vrai que c'est l'Europe qui nous a apporté cette approche-là, en faisant des comparaisons en Europe entre les pays sur quel est le degré de désir d'enfant suivant les pays. Alors, nous n'allons pas étudier, et je n'ai pas de compétences pour étudier la question du désir d'enfant, en tout cas, c'est pas la CAF n'a pas de mission sur ce sujet-là. Par contre, ce que nous avons compris à un moment donné, c'est que le désir d'enfant ne peut pas se concrétiser lorsque des parents n'ont pas la capacité de travailler tous les deux ensemble. Parce qu'il faut, dans nos sociétés, dans nos pays, que les deux parents puissent travailler, avoir les deux un revenu pour pouvoir assumer la charge d'un enfant. Vous rejoignez ce que disait Éric Widmer. Voilà, et on a mis beaucoup de temps en caisse d'allocation familiale, même de comprendre, mais il y a d'autres personnes qui ont encore plus de temps à comprendre. Et puisque nous, en tant que caisse d'allocation familiale, nous allons voir les communes, les maires, les conseillers municipaux. Et pour les convaincre, on leur a avancé cet argument-là. Il y a aujourd'hui une sensibilité très forte à ces questions-là et nous avons un écho de plus en plus favorable. Mais il y a un écho, l'écho était encore plus favorable lorsque dans les conseils municipaux, on s'est retrouvé à égalité de composition entre les femmes et les hommes. Et donc il faut bien... Ça c'est quand même très frais, c'est très récent. Hein. Et donc c'est ce jour-là qu'auprès des collectivités, lorsque nous leur avons parlé, nous avons trouvé des alliés pour défendre la politique dont nous avions la charge. Et donc la question du genre, il y a des endroits où il est assez facile de le régler, c'est effectivement au niveau des assemblées d'élus. C'est assez facile à régler et c'est par là qu'il faut commencer. En tout cas, c'est notre expérience qui parle, qui vous dit que notre message a porté mieux à partir du moment où c'est dans ces enceintes, on s'est retrouvé avec de la parité. Alors, je vous rassure, au sein de l'équipe de direction de la CAF, on n'est pas encore au stade de la parité, mais on progresse de façon très très sensible. Je suis sûr que c'est un objectif que... La parité, c'est un combat, notamment dans les conseils d'administration. Vous savez que c'est une obligation dans certaines entreprises, mais c'est pas gagné, loin de là. Est-ce que Claude Régnier est satisfait par la réponse sur le désir, ou que j'aurais pas associé au mot égalité, mais plutôt réciprocité, mais bon. Attends, voilà. Oui. Les désirs est exaucé ou il ne l'est pas. Hein? Mais alors, ce qui me semble important, s'agissant du travail des femmes, eh bien, c'est le nombre d'enfants. À partir de quand on cesse l'activité professionnelle? Le passage au deuxième ou au troisième enfant. David Blin aurait des éléments de commentaire? Et absolument, et en plus ça fait le lien avec la réaction que je voulais faire à la question de madame, puisque tout le monde a répondu sur l'éducation, personne n'a répondu sur les pères, en tout cas pas directement. Donc puisque monsieur a eu sa réponse sur le désir d'enfant, je pense que madame mérite aussi sa réponse sur les pères. Ce que je voulais dire là-dessus, c'est que d'une part, et je vais pas revenir sur les ABCD de l'égalité, pas seulement parce que c'est pas mon ministère, mais aussi parce que je pense que c'est une action qui est essentielle, mais qu'elle doit être complétée par une action résolue de lutte contre les stéréotypes sexistes au-delà de l'école. Et ça, pour le coup, ça a été mis en branle par la loi Vallaud-Belkacem pour une égalité réelle entre les femmes et les hommes, puisque cette loi confère au CSA de nouvelles prérogatives en matière de repérage et de lutte contre les stéréotypes sexistes à la télévision. Et le deuxième point sur les pères, et ça fait le lien avec le chiffre demandé par monsieur, c'est la réforme du complément libre choix d'activité en prestation partagée d'éducation de l'enfant. Puisque c'est une réforme qui a eu lieu très récemment, en août 2014, qui était fondée sur le constat que l'éloignement du marché du travail pendant une longue période à l'occasion du congé parental, généralement des femmes, pénalisait le retour à l'emploi. Et il y avait un ratio extrêmement net, enfin un escalier extrêmement net avec le nombre d'enfants, puisque le taux d'emploi des mères d'un enfant s'élevait à 69%, déjà contre 89% pour les pères d'un enfant. Celui des mères de 2 enfants de 59% et celui des mères de 3 enfants de 36%. Donc, on voit quand même très très nettement l'escalier qui répond à votre question. Et c'est pour ça que la réforme du CLCA prévoit que la nouvelle prestation, pour qu'elle soit touchée à taux plein, doit être partagée entre les deux parents.
Merci David. Il y a une question ici. Une question concernant les politiques natalistes ou antinatalistes, et je veux évoquer 2 pays que je connais bien. Le Vietnam est limité à 2 enfants, et j'ai demandé à mes collègues avec qui je travaille à l'université, si tu avais un 3e enfant, ben je perds mon poste. Je perds mon poste et le salaire diminue, et par exemple des médecins hospitaliers sont mutés dans une autre ville s'ils ont un 3e enfant. Vous voyez que là, il y a... La sanction est sévère. La sanction est sévère. Et alors un autre pays que je connais aussi très bien, c'est la Hongrie, où actuellement, un couple qui se marie peut se voir proposer 30 millions de forints hongrois, ce qui revient à 100 000 € s'ils s'engagent à avoir 3 enfants, et ils ont un délai pour le faire. Bah, dis donc, ça, voilà, ça c'est spectaculaire. Monsieur Reiser, pense que... Nous avons connu ça aussi à Strasbourg, avec la cité Ungemar, qui a été créée en 1928, avec la même politique. Merci pour ce commentaire. Est-ce que quelqu'un souhaite ajouter quelque chose là-dessus, Roland Pfefferkorn? Oui, moi j'aimerais simplement dire 2 choses pour être un peu optimiste aussi. Fondamentalement, je pense que les politiques publiques peuvent beaucoup. Encore faut-il que ce soit des politiques publiques qui aillent dans la bonne direction. Je vais vous donner quelques exemples. Si les pouvoirs publics décident de faire une fleur aux entreprises en diminuant les cotisations sociales dites patronales pour les emplois à temps partiel, ben, on a le résultat qu'on a eu en France. Quand ça a été fait, on est passé de 17 à 33% de femmes à temps partiel, parce que bien entendu, ça a visé les femmes. C'est l'exemple même d'une politique publique qui va à l'encontre de l'égalité entre hommes et femmes. Alors si les politiques publiques ne peuvent évidemment pas agir directement sur la répartition du travail, sur la division du travail domestique, il n'en reste pas moins que les pouvoirs publics peuvent agir, par exemple en mettant à disposition des populations des crèches, en développant les écoles maternelles. Dans tous les pays, on ne l'a pas. Et on voit bien, quand on compare les pays européens, que les pays où on a un système d'accueil de la petite enfance, les femmes peuvent travailler à plein temps. Et là où ce n'est pas le cas, ce n'est pas possible pour elles de travailler facilement. Ensuite, il y a toute la question du type de prise en charge, du type des heures d'ouverture, etc. Et j'ajouterais que si évidemment dans un pays donné, c'est aussi les politiques de l'emploi, on permet aux entreprises, par exemple, de ne pas de pressurer les hommes. Je pense là, vu qu'on a beaucoup parlé des familles aisées, aux hommes cadres dans le privé, mais bien évidemment, les hommes cadres dans le privé, s'ils ne savent pas le matin à quelle heure ils rentrent, ils ne pourront pas aller chercher l'enfant à la crèche. Donc on a toute une série de domaines où on pourrait agir. Et je terminerai avec un seul mot concernant cette fois les inégalités sociales. Ben, n'oublions pas aussi que par exemple le système qu'on a en France concernant l'impôt sur les revenus des personnes physiques avec les parts fiscales, ben, c'est un système... Le quotient. Le quotient fiscal, c'est un système qui est très défavorable aux gens qui ont des revenus faibles, voire qui ne payent pas d'impôt sur le revenu. Ils n'ont pas une rétrocession indirecte d'argent. Donc ce sont les familles des catégories moyennes, celles qui sont en dessous du plafond, qui vont bénéficier, si vous voulez, d'une rétrocession, et ça accentue les inégalités sociales. Je pourrais donner plein d'autres exemples, mais simplement pour dire que les politiques publiques peuvent beaucoup, à condition d'aller dans la bonne direction. Merci Roland. Il y a une question, une intervention dans le fond de la salle. Oui, oui merci. Je reviens un peu sur l'aspect de l'éducation qui est très important, comme tout le monde a dit, mais d'un point de vue un peu différent, je dirais plutôt de la formation. Alors, on pourrait à ce moment-là, après tout ce que l'on a entendu, après tout ce que l'on sait, aussi par expérience, disons directe, on pourrait se poser la question, quelle est la cohérence d'un système social qui laisse la liberté aux femmes de s'instruire, d'aller à l'école, d'arriver à des résultats souvent même meilleurs par rapport à la moyenne, disons, des hommes. On avait des communications aujourd'hui qui le mettaient en évidence. Et après, les laisser à côté au moment de l'arrivée d'un enfant, de 2 enfants.
Donc, j'ai entendu parler d'égalité de sexe du point de vue idéal, ce qui est déjà suffisant pour continuer à se battre dans cette direction-là. Mais je n'ai pas entendu parler du côté, disons, économique, d'un système social, économique, politique qui gaspille comme ça un capital humain qui a formé, pour lequel a dépensé des ressources et qui, surtout dans les derniers temps, doit faire bien attention à comment utiliser ces ressources financières et justement aussi humaines. Ça fait au moins 25 ans. Et là, je m'approche de ce que le directeur de la CAF a dit, sur lequel je me trouve très d'accord. Ça fait au moins 20 ans que j'entends parler, bien en n'étant pas une spécialiste, disons, de la fécondité de la famille, mais de l'enfant comme bien collectif. Hein. Je l'entends parler, on est tous d'accord, et pourtant, déjà en Europe, il y a des directions et disons des politiques qui sont très très différenciées et selon aussi les exemples que vous avez portés, il n'y a pas, comment dire, sûrement pas une politique commune et des disparités qui sont très très fortes. Je voudrais un peu écouter, disons, l'opinion des intervenants à la table ronde sur ce type de gaspillage. Merci. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir, Carole Brogeuil ou... Ce fera partie des dernières interventions, parce que le temps tourne. Et... Alors, je ne sais pas, mais je ne suis pas sûre d'avoir tout entendu, mais sur la dimension économique du gaspillage du capital humain, en fait, il y a quand même très peu de femmes qui ne travaillent jamais. Donc, l'investissement est quand même un petit peu rentabilisé. Et puis après, on peut dire qu'effectivement, elles travaillent à la reproduction. Leur formation, c'est dans un travail traditionnel de reproduction sociale, puisque les femmes éduquées vont être des mères éduquées et donner un certain type de socialisation. Sur la cohérence du système social. D'autres commentaires, David? Oui, je pense que la question du gâchis social, de l'absence de mise au travail de mères qui souhaiteraient, de jeunes mères qui souhaiteraient travailler, elle se posait peut-être plus au début des 30 Glorieuses. Et c'est bien pour ça qu'en contexte de croissance économique et de besoin de main-d'œuvre, ça a été une des motivations pour mettre en place une politique et des dispositifs d'accueil, des crèches en nombre, des pouponnières en nombre. Peut-être que la question ne se pose pas dans les mêmes termes aujourd'hui, parce que le chômage de masse est aussi évidemment un élément à prendre en compte. Et sur la question de la dimension européenne, oui, il y a des modèles de système d'accueil de la petite enfance extrêmement contrastés sur le continent et dans l'Union. Toutefois, la Commission a mené divers groupes de travail consacrés à la petite enfance sur les thématiques qui sont indépendantes au final du modèle d'accueil, que ce soit un modèle intégré 0-6 ans vers l'école ou, comme chez nous, un modèle un peu distinct, crèche, et puis après la maternelle et après l'entrée vers l'école. Et cette thématique commune, c'est la qualité de l'accueil. Je crois que c'est en 2014-2015 que le groupe de travail qui s'était consacré a publié c'est vraiment un titre commission, mais des lignes de conduite clés pour la réussite de l'accueil du jeune enfant de 0 à 3 ans. Donc voilà, c'est le type de travaux qui sont menés au niveau européen sur le socle commun qui transcende la question de la structure du système d'accueil. Peut-être une dernière question, si vous voulez, parce qu'on va devoir terminer, puis Didier Breton peut-être fera quelques mots pour conclure, mais juste une dernière question. On voit bien qu'il y a une question économique, une question sociale et d'innombrables questions culturelles ou de représentation. Moi, ce que je vois actuellement, c'est qu'on a l'impression qu'on a un modèle qui a été très construit sur le salariat, et sur la mutualisation des risques, des différents risques de la vie, mais par le salariat, et supporté par les employeurs. Et aujourd'hui, on nous annonce la fin du salariat. Enfin, c'est les journaux, Michel Reiser, qui disent ça. Je ne sais pas si c'est vrai, mais on voit bien que nos modèles évoluent avec de plus en plus de personnes, disons, placées seules face à l'activité économique,
Ça ne veut pas dire qu'elles ne cotisent pas d'ailleurs, mais on voit bien que ce modèle se transforme et on entend aussi le patronat dire qu'il ne veut plus de prélèvement de cotisation familiale parce que ça n'est plus le rôle de l'entreprise. Donc on voit bien qu'il y a des forces, des tensions qui se conjuguent. Comment est-ce qu'on va se sortir de cela? Est-ce qu'on n'est pas à la fin d'un cycle en France? Ça, c'est une question pour Michel Reiser. Il avait envie de parler de toute façon. Non, il me semble effectivement que beaucoup de nos repères sont en train d'être interpellés. Et votre intervention, madame, concernant le fait qu'on perdrait le capital de formation qu'on a attribué à qu'une femme a accumulé et qui serait perdu après, ça interpelle quand même de savoir est-ce que le fait pour des parents d'éduquer, quelle est la plus-value produit par des parents qui éduquent un enfant. Aujourd'hui, on pense que dans nos sociétés, c'est quelque chose de gratuit. Quelle est la plus-value? Alors, bien sûr, c'est un vieux débat que je ne voudrais pas relancer parce que dans nos sociétés, un jour, on s'est posé la question et il y a des acteurs dans notre société qui ont défendu qu'il faudrait qu'il y ait un salaire de la mère aux familles, au domicile. La question est plus généralement, est-ce que la contribution d'un parent qui éduque un enfant, cette plus-value, comment est-ce qu'elle est reconnue dans notre société? Ça, c'est des questions nouvelles qui se posent à nous. La question de savoir est-ce que l'enfant est un bien collectif, voilà des questions tout à fait nouvelles qu'il va falloir aborder, me semble-t-il. Et on est très clairement, la question de l'inégalité est une question féconde. Je pense qu'il faut vraiment se dire que cette question est une question qui nous oblige à réinterroger un certain nombre de nos repères et aussi à s'imaginer une vie en société peut-être demain qui ne sera pas celle qu'on a connue, avec des nouvelles répartitions des rôles, avec des nouvelles répartitions des valeurs aussi dans notre société. Et je suis très heureux que ce soir, cette question nous ait amené à approfondir ces interrogations que nous avons pour le futur. Une vie en société différente. Merci Michel Reiser. Merci à tous les intervenants qui se sont prêtés au jeu de mes questions parfois un peu vicieuses. Merci au public. Vous pouvez les applaudir, hein, ce serait gentil. Hein. Et puis...